Nous ne pouvons pas être Congolais et accepter qu'un étranger ou quelqu'un qui n'est pas 100% Congolais vienne nous diriger dans le pays. Ce serait une insulte. Ce type-là ne peut pas revenir. Je vais vous dire pourquoi. Quand on parle aujourd'hui de remettre le Congo dans les mains des Congolais, c'est lui qui a attiré notre attention sur les méfaits qu'il a pu faire à la tête du pays. On n'était pas sûr s'il était Congolais ou il n'était pas Congolais. Donc il ne va plus jamais revenir ici. La constitution de la RDC est très claire. Sous Kabila, il y a eu beaucoup de dégâts humains. Vous vous rappelez la guerre de Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda. C'était ses complices, c'était ses collaborateurs. On a tué beaucoup de nos compatriotes donc là-bas. Dans le Grand Kasaï, le même Kabila était là. On tuait les gens avec le phénomène Kamwina Sapu. Il ne disait rien. Il a fallu que les gens viennent de loin des Nations Unies pour venir découvrir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, des fosses communes dans lesquelles on enterrait plusieurs personnes. À Kinshasa, ici, on a vu donc des militants de droits de l'homme. Les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapanga, là, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes qui ont été tués. Donc, pour moi, Kabila, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire au niveau du leadership d'un pays. S'il ne comprend pas le français, il faut qu'on lui traduise ça en swahili pour qu'il puisse comprendre. Ça veut dire qu'il a fait 5 ans, il ne peut plus 5 ans renouvelables une fois. Il a fait un total, au lieu de 10 ans d'ailleurs, lui il a fait pratiquement 18 ans. Donc il ne doit plus mettre ses pieds au palais de la nation, c'est terminé. L'Union sacrée, malheureusement, déjà la bonne chose c'est le fait que les gens se soient mis ensemble pour travailler pour le même objectif. Ça je salue. Mais le malheur c'est que les mêmes personnes qui ont fait que le pays ait échoué sous Kabila, ce sont les mêmes personnes qui se sont retrouvées dans l'Union sacrée. Désormais, on va verrouiller tous ces postes-là. Alors quels sont les postes à verrouiller? La présidence de la République, la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire défense, affaires étrangères, intérieures, justice. Alors, vous suivez l'énergie de la presse, Rachel Mambasa. Bienvenue à votre chaîne. Restez branchés, scotchés, parce que moi, j'amène de la nouveauté. Vous savez toujours que tant on a yaka makamonde yaka parce que Nami que vous avez déjà mal rempli du canot toujours la pointe. Merci à l'équipe technique Nangane Bosaka Kaibele. Merci à Michel Kaenga. Vraiment, vous êtes vraiment présent. Merci à Bana Nyonso ya Tio pour Kabondo. Nandenge bozalaka pour soutenir moi na bino mona ya Kisangani Boyo Masinga Mwamela. Nandenge pe vous avez belé à Kolanda RM Live TV. Nandenge pe vous avez belé à Kolanda Canal Orient Télévision. Merci na bino Nyonso. Alors les lots temps na bagi na koya parce que dans la chaîne na biso tout ça qui bongo annonce. Nous avons annoncé le docteur Noël Tchani, l'homme de la congolité, Mutabuta Mane la papa na maman congolais. Les Londés, tout ça, on a mal sauvé encore. Alors, déjà, on est avec l'invité, Toyebaye. Toyebaye, Alublabiso, Azanan. Parce que Toyo qui est mingi, ma chaîne Misusu. Là-bas, il y a musique, mais les lots, awa et pas na Misomoko. Alors, Tobetande Masolo, bonjour, docteur Maratchani. Bonjour, maman. Bonne santé. Santé, bien, merci. Alors, bana Kisangani va s'appeler Koyamba, le lopeta, le lopeli panda. Moi, le bamon qu'on a peuple congolais balandio na RM Live, na Canal Orient. Je voudrais tout d'abord vous remercier de vous être déplacé pour qu'on puisse rencontrer ce matin, le 30 juin 2021, le jour de l'anniversaire de notre indépendance nationale. Je suis très ému par ce jour. Pourquoi? Parce que quand je regarde en arrière, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, y inclut des Congolais qui ont perdu leur vie, pour que nous, en tant que peuple congolais, nous puissions assumer en toute responsabilité notre souveraineté nationale. Mais avant d'aller très loin, je voudrais saluer tous les Boyomais. Tous les Boyomais, la grande province orientale, et je suis très lié à votre province. Pourquoi? Parce que dans mon équipe, l'un des éléments les plus importants de l'équipe, elle s'appelle Bébé la victoire Mokwa. Elle a ajouté des sobriquets pour faire un peu pédant. Elle vit aux États-Unis, elle est de la province orientale. Et elle va venir d'ailleurs au mois d'août pour aller visiter la province orientale. Éventuellement, je pourrais venir avec elle là-bas. Donc c'est une province à laquelle nous sommes tous très attachés. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup d'admiration pour Apeti Masikini, qui était de la province orientale aussi.
qui a représenté valablement le Zaïre dans le domaine musical. Donc, je peux dire que le 30 juin 1960, c'est une journée que quand moi j'y réfléchis, j'ai souvent des larmes aux yeux. Parce que beaucoup de nos compatriotes ont péri, ils ont perdu leur vie. Vous vous rappelez de ce qu'on a appelé les martyrs de l'indépendance. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Mais à la fin de la journée, malgré la diversité provinciale, malgré les diversités ethniques de la République démocratique du Congo, nos pères de l'indépendance avaient un seul objectif. Il fallait se débarrasser de la colonisation belge et retrouver la liberté pour que les Congolais assument pleinement le destin de leur pays. Donc cette journée-là, c'est une journée mémorable pour nous tous. Et chaque fois qu'on arrive le 30 juin, nous devons prendre du recul en tant que Congolais pour voir d'où nous venons, ce que nous avons réalisé et où est-ce que nous devons aller pour l'avenir. Vraiment. On va vivre le pendant. Non, vivre le pendant. Docteur Noël Tchani, dites-nous un peu, parlez-nous un peu de vous. Je suis ce petit garçon congolais qui était né dans l'actuelle province de la Lomami, dans le Grand Kasaï, et où j'ai étudié à l'école primaire, à l'école secondaire, jusqu'au moment où j'ai eu, comme tous les enfants congolais, mon diplôme d'État. Après avoir obtenu le diplôme d'État, section littéraire, et je suis venu à Kinshasa, Dieu avait fait que je puisse obtenir une bourse du gouvernement zaïrois à l'époque, du gouvernement congolais, donc aujourd'hui, pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié dans plusieurs pays, d'abord en Belgique, où je suis allé à l'université de Liège jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques. Après cela, je suis allé en France, à l'université de Grenoble, où j'ai dû obtenir ce qu'on appelle le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après, je suis allé à Paris pour faire une école de commerce, le 3e cycle à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Après avoir terminé, je suis allé à San Francisco, en Californie, aux États-Unis, où j'ai étudié l'anglais à European University of America, à San Francisco, bien sûr. Après ça, je suis allé à New York pour faire ce qu'on appelle le diplôme de maîtrise en administration des affaires MBA en banque et finance à Adelphi University, avec spécialisation en banque, finance et les marchés financiers. Et après cela, je suis revenu à Paris pour faire mon doctorat à l'Université de Paris 9-Dauphine, doctorat en banque et finance encore, avec spécialisation en banque centrale, parce que j'ai dû faire une thèse de doctorat qui a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire avec application à la République démocratique du Congo. Et après cela, je suis allé à l'université de Harvard, dans le Massachusetts, où j'ai dû faire un diplôme postdoctoral en leadership et management. Et après avoir terminé toutes ces études-là, j'ai travaillé pour 3 banques commerciales et d'investissement à New York, dans le Wall Street. J'ai travaillé pour la Citibank, la Republic National Bank of New York et puis la JP Morgan Chase. Et je suis parti de là en tant que vice-président couvrant les opérations internationales donc, de la banque, et pour aller travailler à la Banque mondiale à Washington DC, où j'ai fait littéralement 30 ans. Et je suis sorti de la Banque mondiale en tant que directeur résident de la Banque mondiale, couvrant plusieurs pays à travers le monde. J'ai travaillé sur l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Asie, l'Afrique. Et mon travail était de réformer les économies de ces différents pays, ou les secteurs financiers, ou les banques centrales, ou les monnaies, afin de contribuer au développement économique et social donc, de ces pays-là. Donc, grosso modo, voilà ce que j'ai fait comme parcours académique, mais également parcours professionnel. Et actuellement, je suis professeur à l'Université catholique du Congo, où j'enseigne des cours donc, de banque et de finances aux étudiants de maîtrise. Ok. Alors, tout ça et la politique maintenant. Comment vous êtes arrivé? Comment est la politique? C'est intéressant la question. Comment? Oui, la question que vous posez est importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens m'appellent politicien, mais je ne suis pas politicien.
Je n'ai jamais fait de politique dans ma vie. Comme vous avez entendu à travers tout le parcours, je n'ai jamais occupé un poste politique depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis un technocrate, un financier, un banquier, un économiste. Mais j'étais révolté par la situation malheureuse de mon pays. Au vu de toutes les ressources naturelles que nous avons, j'ai constaté que le peuple congolais vivait très mal. Il n'y avait pas de travail, les gens sont au chômage. Et ceux qui travaillent ne sont pas payés. Et quand ils sont payés, les salaires ne sont pas suffisants pour leur permettre de vivre correctement. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'un pays avec tant de ressources naturelles est arrivé à une situation aussi malencontreuse. La réponse était que le Congo a été mal géré. Le leadership congolais a été mauvais depuis 1960 jusqu'à ce jour. Par conséquent, je me suis dit, parce que les politiciens ont mal géré le pays, il faut les remplacer. Nous qui sommes des technocrates, qui sommes instruits, qui avons eu l'opportunité de vivre dans des pays différents, des pays plus avancés que la RDC, et qui ont vu comment ces pays sont gérés, il faut remplacer ces politiciens et amener un nouveau style de leadership, une nouvelle vision de développement du pays, pour que nous puissions maintenant exploiter les ressources naturelles au profit de tout le peuple congolais. C'est ça qui m'a amené à poser ma candidature à la présidence de la République en 2018. Et cette candidature était assise sur une vision de développement que j'avais pris le soin d'élaborer minutieusement. La vision de développement est connue comme étant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision qui consistait à arranger un certain nombre de programmes pour transformer fondamentalement le pays afin de le faire passer donc du statut de pays sous-développé au statut de pays émergent en l'espace de 15 ans, en créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais et en améliorant considérablement le pouvoir d'achat de la population. Donc c'est comme ça que je suis arrivé donc en politique. Malheureusement, les Congolais sont habitués à autre chose que moi, c'est que je pensais pouvoir leur offrir. Ils sont habitués au populisme de rue. C'est-à-dire qu'ils me disaient, oh non, mais vous étiez parti pendant très longtemps, vous revenez, nous quand on souffrait, vous n'étiez pas là, vous venez, vous voulez devenir notre président. Nous allons d'abord choisir parmi ceux qui étaient avec nous et vous devez rester au pays pour nous prouver que vous êtes foncièrement attaché à notre pays et à la prochaine élection, on pourra en ce moment-là donc vous considérer. C'est comme ça que je suis resté et je fais un effort maintenant pour que tout le monde connaisse la vision que nous avons pour que les prochaines échéances, on ait la chance donc d'être élus. Alors, quand vous disiez que vous votez et vous, quand même, vous avez battu campagne. Je n'avais pas battu campagne comme je l'aurais souhaité. Il y avait des raisons pour cela. Quand je suis arrivé, d'abord, il y avait beaucoup d'incertitudes quant à la tenue des élections. On n'était pas sûr si les élections auraient lieu ou pas. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que la politique ici, c'est un jeu de copinage. Ce sont des copains qui se connaissaient entre eux-mêmes, qui faisaient des arrangements entre eux-mêmes. Donc, la démocratie à l'occidentale à laquelle moi j'étais habitué ne pouvait pas jouer ici. J'ai essayé de minimiser le débat. J'ai posé la candidature, observé, mais à la fin de la journée, je n'ai pas fait le tour de toutes les provinces du pays. Pourquoi? Parce que je considérais que c'était une perte de temps. J'avais l'impression que les élections étaient jouées d'avance. Donc, pour ne pas aller gaspiller davantage de l'argent, je me suis dit, on va observer et on verra donc dans les prochaines échéances ce qu'il faudra faire. Alors, votre réaction après les résultats du président Félix Tshisekedi? Oui, moi je suis démocrate et sincèrement, non seulement démocrate, mais quelqu'un qui veut toujours le bien pour le peuple congolais, pour le pays. Quand on a proclamé les résultats, j'étais le premier candidat et peut-être le seul à reconnaître la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai foi dans les institutions, même si elles ne sont pas parfaites. L'institution qui était chargée d'organiser les élections et de proclamer les résultats, c'est quoi? C'est la CENI. La CENI nous a dit Félix Antoine Tshisekedi a gagné avec autant de voix. Donc, je n'avais pas de raison de contester ces résultats-là. J'ai applaudi, j'ai appelé aussitôt le président Félix Tshisekedi. Je vous souhaite bonne chance. Il m'a reçu dans les 2-3 jours qui ont suivi sa victoire. Et quand il m'a reçu à l'hôtel Béatrice, j'ai pris les 5 volumes du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'avais élaboré, qui était mon programme de campagne.
pour développer le pays. J'ai pris ce programme-là, je lui ai remis en lui disant, si vous pouvez utiliser quelques idées, faites-le. Je vous souhaite bonne chance parce qu'au bout du compte, ce que je veux, c'est que le peuple congolais puisse retrouver son compte dans la bonne gestion du pays. Donc si vous pouvez utiliser certaines de mes idées, je vous souhaite donc bonne chance dans ce sens-là. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc j'avais reconnu la victoire de Félix Antoine Tshisekedi et je lui avais même marqué la disponibilité à pouvoir l'aider au cas où c'était nécessaire pour que le peuple congolais retrouve le sourire en ayant des opportunités auxquelles il a droit. Alors, Joseph Kabila qui est parti, quelle chose qu'il devait faire, qu'il n'a pas faite, et le président Félix qui est là et qui n'a pas encore atteint ce que vous voulez qu'il puisse faire. Je voulais dire, quand Kabila est parti, oui, quelles sont les choses qu'il n'avait pas faites? Kabila ne foutait rien, il nous faisait perdre du temps, il ne faisait que jouer au Nintendo, donc on n'avait pas senti que le Congo était dans de bonnes mains. Bien au contraire, il faisait partie du problème. Sous Kabila, il y a eu beaucoup de dégâts qui étaient causés non seulement au tissu économique du pays, mais également au capital humain. Je vais m'expliquer. Tissu économique, Kabila s'est lancé dans l'exploitation honteuse des ressources naturelles, en vendant les minerais du Congo, les mines de concessions minières, soit à lui-même, soit à sa famille, soit à ses copains étrangers comme les Dan Kettler et j'en passe. Mais au-delà de cela aussi, il a été répertorié comme étant quelqu'un qui s'est enrichi malhonnêtement. Il compte au moins 123 entreprises enregistrées soit à son nom, soit dans des noms fictifs, mais qui lui profitent toujours. Et à la fin de la journée, on a trouvé qu'il faisait partie du problème. Mais au-delà de cela, sous Kabila, il y a eu beaucoup de dégâts humains. Vous vous rappelez la guerre de Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda. C'était ses complices, c'était ses collaborateurs. On a tué beaucoup de nos compatriotes donc là-bas. Dans le Grand Kasaï, le même Kabila était là. On tuait les gens avec le phénomène Kamwina Sapu. Il ne disait rien. Il a fallu que les gens viennent de loin des Nations Unies pour venir découvrir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, des fosses communes dans lesquelles on enterrait plusieurs personnes. À Kinshasa, ici, on a vu donc des militants de droits de l'homme. Les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapanga, là, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes qui ont été tués. Donc, pour moi, Kabila, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire au niveau du leadership d'un pays. Alors, si Félix Antoine Tshisekedi a à réussir, c'est de faire exactement le contraire de ce que Kabila a fait, de ne pas mettre les étrangers au devant de la scène, de s'appuyer sur les Congolais et de faire ce que le peuple congolais attend de lui. D'ailleurs, le principe de l'IDP, c'est quoi? Le peuple d'abord. Alors, juste ça. Alors, docteur Noël Tchani, dites-nous un peu ce que dans vos propositions, les propositions que vous avez données au président Félix, qu'est-ce que vous attendez qu'il puisse faire concrètement? Je m'attendais à ce qu'il puisse étudier le plan Marshall. Et c'est fait? Et ça, je ne sais pas, je ne connais pas ce qu'il fait, donc des livres qu'on lui a donnés. Je m'attendais à ce qu'il puisse utiliser le plan Marshall et qu'il puisse, toute la vision que j'avais de développer le pays, qu'il puisse l'appliquer. S'il l'applique, moi je suis convaincu qu'on peut transformer fondamentalement le pays. Le problème qu'il y a eu, c'est quoi? J'ai vu que Félix Antoine Tshisekedi est devenu président de la République, mais avec des mains liées et des bras liés. Kabila était derrière lui, dictant ce qu'il devait faire. Donc pendant 2 ans, on a tourné en cercle. Vous vous rappelez la coalition FCC Cash. Donc il n'avait pas la liberté de faire ce qui était bon pour le pays. Maintenant qu'on a mis en place l'Union sacrée et que Kabila doit être maintenant distant de ce que Félix Antoine Tshisekedi fait, j'espère qu'il aura l'occasion maintenant de mettre en place son équipe pour commencer à travailler sérieusement. Je regrette simplement que ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on a mis pratiquement 4-5 mois pour avoir un nouveau gouvernement, mais toute la machine économique, politique de M. Kabila reste en place. Les entreprises publiques continuent à être gérées par les gens que Kabila avait laissés. La Banque centrale continue à être gérée par les gens de Kabila. L'armée, il y a eu quelques changements, mais ce sont les mêmes personnes de Kabila. Donc, Félix Antoine Tshisekedi doit beaucoup faire pour se distancer, comme lui-même il le dit, pour déboulonner le système afin de mettre en place un nouveau système qui serait propice au développement économique et social. Et vous avez confiance à l'Union sacrée? Bon, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de réalisme. Je peux dire que l'Union sacrée, malheureusement, déjà la bonne chose, c'est le fait que les gens se soient mis ensemble pour travailler pour le même objectif. Ça, je salue. Mais le malheur, c'est que les mêmes personnes
qui ont fait que le pays ait échoué sous Kabila, ce sont les mêmes personnes qui se sont retrouvées dans l'Union sacrée. Est-ce que les individus peuvent changer du jour au lendemain? On doit se poser cette question-là. On vient de voir ce qui s'est passé au niveau du Sénat, où on a demandé que l'immunité parlementaire de Matata Ponyo soit levée pour qu'il soit jugé devant des juges indépendants pour évaluer ce qu'on lui reproche des détournements massifs des fonds publics dans le cadre du projet Bukangalonzo, mais dans beaucoup d'autres projets aussi. Mais ce Sénat-là, qui est composé des mêmes individus qui faisaient le système de Kabila, a rejeté donc cette demande de levée d'immunité. Donc, je considère que le système continue à être en place. Ça prendra du temps pour le déboulonner, pour qu'on ait donc un nouveau système où l'état de droit fonctionne normalement. Mais pour l'instant, je peux dire que l'Union sacrée ne semble pas être la solution au problème tel qu'on avait donc anticipé. Parlons un peu de la congolité, parce que Batomingi va considérer Noël Tiani le père de la congolité. Quel sentiment vous avez quand vous vous considérez comme ça? Au fait, moi je ne suis pas d'accord qu'on utilise le terme congolité. C'est un terme péjoratif qui a été donné par les gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée que je propose. Mais qu'est-ce que je propose exactement? Je propose qu'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté pour les réserver exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Pourquoi cette proposition-là? La proposition, c'est pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire, la cohésion nationale et la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez qu'aujourd'hui, d'abord, nous sommes le 30 juin 2021. C'est le jour de l'anniversaire de l'accès de la RDC à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, accès à l'indépendance et à la souveraineté nationale? C'est-à-dire qu'on mettait fin au système où les Congolais étaient exploités par des étrangers, des Belges, pour ces Belges-là utiliser les richesses du pays pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt donc du peuple congolais. Nos pères de l'indépendance ont dit non, nous n'allons plus accepter ça. Nous allons mettre fin à ce système d'exploitation des ressources du pays au profit des étrangers pour que ça puisse bénéficier au peuple congolais. C'est ça le sens de l'indépendance, c'est la révolte, la demande que les étrangers nous foutent la paix, nous laissent la liberté de gérer nous-mêmes notre propre pays, nous-mêmes, c'est-à-dire nous les Congolais. Et à l'époque, on n'avait pas de Congolais qui étaient moitié Congolais, moitié étrangers. Tous les Congolais étaient des autochtones, c'est-à-dire les gens nés de pères et de mères congolais, qui sont des indigènes, comme on nous appelait. Maintenant que nous avons, au prix du sang, obtenu cette indépendance et cette souveraineté nationale, je constate qu'il y a eu des abus parce que certains postes stratégiques ont été confiés aux gens qui n'étaient pas des autochtones ou des indigènes. On a confié ces postes-là à des gens qui ne devaient aucune loyauté à la RDC, mais bien au contraire, ils devaient la loyauté aux pays étrangers. Je donne l'exemple. Vous vous rappelez M. James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée rwandaise, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée congolaise ici, qui a eu accès à tous les secrets militaires. Le jour qu'il s'est brouillé avec le président Mzee Laurent Désiré Kabila, Kabarebe est rentré chez lui au Rwanda, a pris un avion, a rempli cet avion des militaires rwandais. Il connaissait toutes les cibles militaires. Il a orienté son avion vers où? Vers le camp de Kitona, le camp militaire de Kitona. Il a pris d'assaut ce camp militaire, il a coupé l'électricité du barrage d'Inga, empêché que l'électricité puisse arriver à Kinshasa. En quelque sorte, on a vu les conséquences de ce que ça fait lorsque quelqu'un qui n'est pas loyal au pays est capable d'utiliser ces informations-là au détriment du pays. Et je me suis dit, désormais, on va verrouiller tous ces postes-là. Alors, quels sont les postes à verrouiller? La présence de la République, la présence du Sénat, la présence de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire Défense, Affaires étrangères, Intérieur, Justice et Affaires internationales, donc Affaires extérieures, Affaires étrangères. Donc tous ces postes vont être verrouillés. En plus de cela, les chefs d'état-major de l'armée et le haut commandement militaire, ou bien le haut commandement du commissariat général de la police nationale, les hauts magistrats, tous ces postes doivent être verrouillés au profit donc des Congolais. Moi, je suis sidéré que quand on dit qu'on va verrouiller tous ces postes pour qu'ils soient occupés exclusivement par les Congolais de père et de mère, je suis sidéré qu'il y ait des gens qui lèvent leurs petits doigts et ils commencent à protester. Donc je me dis, ceux qui protestent là, en réalité, on connaît maintenant qui ils sont. Ce ne sont pas des vrais Congolais.
Ce sont des gens qui ont un pied dedans. Quand ça marche, ils sont congolais. Quand ça ne marche pas, ils sont étrangers. Donc soyons très vigilants pour qu'on remette le Congo dans ses pieds de la souveraineté bien assise sur le peuple congolais. Pensez-vous vraiment que cette loi-là s'arrête? La loi, d'ailleurs, c'est celle-ci. On a rédigé, on a pris le temps de travailler avec mon équipe, une équipe distinguée des juristes congolais. Elle est dans les mains de quelques députés nationaux qui sont en train de travailler là-dessus pour s'assurer que tout ce qui doit être fait est fait correctement. La loi, à mon avis, va être approuvée de façon massive d'ailleurs. Vous avez vu les sondages. Les sondages donc, montrent que la loi serait approuvée dans les environs de 70 à 85%. Pensez-vous vraiment changer les Congolais? Bon, le changement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va réaliser par une baguette magique, mais nous devons éduquer progressivement. Déjà, rien que le bruit que nous avons fait autour de ceci a fait prendre conscience à beaucoup de nos compatriotes qu'il faut qu'on mette dans des postes clés des Congolais de père et de mère, des Congolais authentiques. C'est déjà une réalisation. Maintenant, au fur et à mesure que nous allons en parler davantage, on va sensibiliser les gens. Je crois que les Congolais vont être éduqués de façon à se faire confiance en lui-même, de façon à faire confiance donc en d'autres Congolais pour que ces Congolais-là puissent gérer le pays au profit de tout le monde. Alors vous qui nous suivez, c'est le docteur Noël Tchani qui est avec nous, parce que, docteur Noël Tchani, dites-nous un peu alors, tant étiqueté pour le président Félix, qu'est-ce que vous attendez qu'il puisse faire? Bon, vous savez, un président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Et j'aurais souhaité que le travail ait commencé immédiatement après son arrivée donc, à la présidence de la République. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des difficultés de démarrage. Ces difficultés étaient dues au fait qu'il n'avait pas la liberté. Il était marié à Joseph Kabila et le FCC, et c'était difficile donc de prendre des décisions. Donc la coalition diabolique FCC Cash a pris fin et que le président semble avoir retrouvé donc sa liberté d'action. Je pense qu'il a commencé à travailler. Et le temps qui reste, c'est un temps limité. Mais il a commencé au moins à travailler. Vous avez vu, par exemple, l'une des grandes décisions qu'il a prises, c'est la mise en place de l'état de siège. État de siège, on commence à sentir qu'il y a des évolutions positives là-bas. Pourquoi? Parce qu'avant, nos compatriotes étaient tués comme des chats et personne ne pouvait protester. Aujourd'hui, nous avons une présence militaire congolaise. Encore une fois de plus, l'idée d'avoir donc des Congolais qui sont 100% loyaux à la RDC, ça se justifie par là. Pourquoi? Parce que quand on avait des gens de loyauté qui ne sont pas des gens qui ne sont pas très loyaux à l'égard de la RDC, il y avait des réunions des militaires pendant la journée et la nuit, les mêmes généraux donnaient l'information au Rwanda ou bien à l'Ouganda ou bien aux troupes rebelles. Donc il faut que nous puissions restructurer l'armée, la police, les services de sécurité pour s'assurer que désormais toutes les décisions qui sont prises le sont dans l'intérêt du pays. Et en ce moment-là, je pense que nous allons mettre fin à l'insécurité à l'est de la République, mais également instaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national pour que nous puissions maintenant nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Tout que nous avons une émission, kasi Noël Tchani, combattant, lobby, simanayo. En fait, parce que tout ça qui annonce que surtout Roger les combattants, vraiment simanayo. Ce qui s'y colle en 2023, l'intention au sénateur a vu au Sala et qui a zongi. Quel sénateur? Jikaka. Joseph Kabila. Je voudrais que les gens réalisent. D'abord, je voudrais remercier tous les éléments de la diaspora congolaise. Partout où elle se trouve, la diaspora congolaise, dans les pays africains, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays européens, les Roger, le combattant, les Bokecho premier, Olivier Bolia, tout le monde qui se trouve donc dans la diaspora et qui se bat pour la République démocratique du Congo, je voudrais les saluer tous. Maintenant, je vous invite sincèrement à soutenir cette proposition ici. Nous ne pouvons pas être Congolais et accepter qu'un étranger ou quelqu'un qui n'est pas 100% Congolais vienne nous diriger dans le pays. Ce serait une insulte à nous tous collectivement. Donc, barrons la route à toute personne qui n'est pas 100% Congolais et qui oserait
pouvoir prétendre à la magistrature suprême. Déjà, si on fait passer cette loi, ce risque-là sera donc éliminé totalement. Maintenant, quelle est la question que vous posez? S'il revenait, parce qu'on voit ses intentions. Ce type-là ne peut pas revenir. Je vais vous dire pourquoi. Quand on parle aujourd'hui de remettre le Congo dans les mains des Congolais, c'est lui qui a attiré notre attention sur les méfaits qu'il a pu faire à la tête du pays. On n'était pas sûr s'il était Congolais ou il n'était pas Congolais. Donc il ne va plus jamais revenir ici. La constitution de la RDC est très claire. Elle dit qu'on peut être président pendant 5 ans, renouvelable une fois. C'est un français facile. S'il ne comprend pas le français, il faut qu'on lui traduise ça en swahili pour qu'il puisse comprendre. Ça veut dire qu'il a fait 5 ans, il ne peut plus 5 ans renouvelable une fois. Il a fait un total, au lieu de 10 ans d'ailleurs, lui il a fait pratiquement 18 ans. Donc il ne doit plus mettre ses pieds au palais de la nation, c'est terminé. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, il est sénateur à vie. Sénateur à vie, il ne peut pas démissionner d'un poste qui lui est donné à vie. Or, on ne peut pas être candidat à la présidence si on a un autre poste. Donc il est éliminé définitivement. Et 3, je voudrais qu'on demande que nous puissions réviser la loi ou le statut sur les anciens chefs de l'État. Pour être très clair, pour qu'on mette dans ce statut-là, d'une part, qu'un ancien chef de l'État ne peut plus jamais revenir en tant que président de la République et être candidat. Il faut qu'on insère ça très clairement dans cette loi sur les anciens chefs de l'État. Deuxième élément, qu'on puisse revoir à la baisse la rémunération ou la pension qu'on donne à Joseph Kabila. 680 000 $ par mois, c'est trop dans un pays pauvre. On peut utiliser cet argent pour aider beaucoup de nos compatriotes aussi. Donc je propose qu'on puisse réduire cette pension alimentaire de 680 000 $ par mois à pas plus de 15 000 $ par mois. C'est largement suffisant pour qu'ils puissent vivre et ne pas être dans la rue, mais surtout ne pas amener le trésor public aussi donc en faillite, parce qu'on doit utiliser cet argent-là pour régler d'autres problèmes. Donc pour toutes ces raisons-là, je voudrais vous dire une chose. Joseph Kabila est parti, il ne reviendra plus jamais à la présidence de la République. Il faut qu'il aille faire autre chose. Je l'invite par exemple à retourner à l'école. Il peut aller étudier à l'école, apprendre de nouvelles choses qu'il peut utiliser donc au profit du pays. Oh, en tout cas. Alors, Dr Nadjani, les social. Le social du Congolais est très mal, est très mauvais. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde 61 ans après l'indépendance du pays, le produit intérieur brut qui reflète le niveau de vie de la population de la RDC est de 458 $. C'est l'un des plus bas de la planète. Pour vous donner une idée de comparaison, le pays qui a le PIB le plus élevé du monde, c'est 140 000 $. Eux, ils ont 140 000 $ et nous avons 458 $. Nous sommes les damnés de la Terre, les derniers de la planète. Donc, le social du Congolais a été négligé pendant toutes ces années de mauvaise gouvernance du pays. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on parle du social du Congolais, le Congolais doit avoir du travail. Mais regardons, la réalité est quoi? 85% de la population active se trouve au chômage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail. Et ceux qui travaillent là, ils ne sont pas payés. Il y a des arriérés de salaire. Mais ceux qui sont payés, ils sont payés des salaires misérables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisants pour leur permettre donc de vivre correctement. Et quand ils sont payés ces salaires misérables-là, ils sont payés en francs congolais, une monnaie qui a perdu toute valeur. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le franc congolais s'est déprécié donc de plus de 175 000%. Ça veut dire que le franc que nous avons aujourd'hui ne vaut rien. C'est pour cela que les Congolais ont jeté cette monnaie-là et tout le monde utilise quoi? Le dollar américain. Donc, nous avons échoué en tant que pays. Nous devons réorganiser tout ça, et pour réorganiser tout ça, on a besoin donc d'une nouvelle base. La nouvelle base doit être que, 1, le Congo doit être géré toujours par les Congolais, pas par les étrangers. 2, nous devons rétablir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cela que je salue les mesures d'état d'urgence que le chef de l'État a décrété là-bas, et je veux que cet état d'urgence reste le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on n'ait plus jamais des poches de résistance ou de rébellion donc, à l'est du pays. Et 3, on doit mettre en place un système de bonne gouvernance. C'est-à-dire que toutes les ressources publiques doivent aller dans les caisses de l'État, pas être mis dans des poches de privés. Et lorsque quelqu'un essaye de mettre ses mains dans les caisses de l'État, il faut qu'on amène cette personne au tribunal, qu'on juge la personne, qu'on la condamne, qu'on la foute en prison comme à Makala, et qu'on puisse récupérer tous les biens qu'il avait détournés. C'est pour ça que je voudrais demander aux sénateurs de montrer, de prêcher par l'exemple. Comment voulez-vous que les sénateurs puissent protéger M. Matata qu'on accuse d'avoir détourné autant de millions de dollars
alors qu'il devait comparaître devant la Moudabar. Donc, au cas où il refuse encore de lever l'immunité de ce monsieur, moi, je suggérerais au président de la République de lancer un programme de réformes institutionnelles qui aboutirait à la suppression du Sénat, parce que ça ne nous sert plus à rien. Alors, dernière question, docteur. Est-ce que, Tango Kozonga, en 2023, je ne sais pas trop, on a sûr que le peuple congolais, ils ont au moins assurance qu'on a pu postuler les choses. Bon, on n'est pas encore là pour parler des candidatures en 2023 ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que le peuple congolais m'a découvert depuis ce temps-là. Et ils ont vu que je suis quelqu'un de très sincère et de très dévoué à la cause du pays. J'ai gagné beaucoup d'argent aux États-Unis. J'avais un très bon poste. Je vivais très bien dans une grosse maison. Je roulais dans une très belle voiture, ainsi de suite. Là. Mais à la fin de la journée, tout ça, j'ai abandonné pour venir me mettre au service de mon pays. Ce pays qui m'a vu naître et qui m'a même formé. Je vous ai dit que j'ai étudié avec la bourse du gouvernement congolais. Ce que je souhaiterais, c'est remettre au peuple congolais ce que le peuple congolais a fait pour moi. Et pour le faire, je voudrais que ce pays se développe. Pour le développer, nous devons être dans des positions où nous pouvons avoir une influence sur le fonctionnement des institutions. Et j'espère que, soit on aura l'occasion de participer d'une façon ou d'une autre, et si on ne peut pas le faire, il y aura des occasions de se présenter aux élections. Et le peuple congolais, qui me connaît maintenant mieux qu'avant, aura donc à décider donc, en ce moment-là. Merci docteur de nous avoir reçus chez vous. Un dernier mot à ceux qui vous suivent maintenant ici. Moi, je voudrais encore une fois de plus vous remercier d'être venu pour qu'on puisse échanger en ce jour du 30 juin 2021. Je voudrais saluer nos compatriotes de la province, de l'ancienne province orientale, de la grande province orientale, Chopo et toutes les autres provinces, les subdivisions qu'on a faites tout récemment. Je voudrais les saluer et dire que vous avez beaucoup souffert. Nous sommes conscients de cela. Vous avez connu la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais, où on a eu donc des cadavres parmi les Congolais. On a connu en quelque sorte donc, le sous-développement accentué. La province orientale, c'est une province très riche. On peut exploiter ces ressources-là pour créer des emplois pour tout le monde. Mais on n'arrive pas donc à le faire parce qu'il y a l'insécurité et on a manqué de vision et du leadership pour arriver à développer ces pays au profit de tous. Je voudrais que nous puissions tous travailler ensemble dans la cohésion nationale, dans la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, qu'on lance des véritables programmes de développement qui pourront bénéficier aux ressortissants de la grande province orientale, mais également aux ressortissants du reste donc, de la République. Bientôt, je compte faire un tour là-bas, à l'université de Kisangani, mais dans d'autres universités aussi, pour animer des conférences sur la présentation du plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je viendrai à votre rencontre pour que nous puissions échanger en tant que compatriotes et entendre vos points de vue pour que nous puissions améliorer davantage la conception de ce plan que je suis convaincu, si on arrive à le mettre en œuvre, va transformer la vie de tout un chacun de nous. Donc à très très bientôt. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce 30 juin 2021 et à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre invité d'être avec nous. Merci à tout le monde. Alors, vous êtes vraiment ébélé à Kolanda Bisso. Merci à Nenge Bolandi Bisso. Merci à Roland Chris Mukobi, à Montréal, puis derrière les caméras. La caméra, ça a rendu ébélé. Alors, merci aussi à Orgy X Néance, merci à Patrick Mateba, merci à Binonios, vous avez vraiment ébélé. Michel Kaenga, Jardin d'Olive. Parce que tant que tu es bongo, Tokota. Vraiment. Alors merci à Binonios, merci à Navarros Odia, merci à Binonios. Kenya na bossa été, Boulandi Pébiso, parce que dans votre Bino. Merci à Binonios, vraiment en tout cas. Merci de suivre votre chaîne Bozakaka parce que ailleurs il s'est raté. Bonne arrive gauche. Dans 2 semaines, vraiment, parce que la diva donne de l'amour. Au revoir.